Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de notre réflexion sur les différentes relations d'aide, je vais évoquer aujourd'hui la relation d'accompagnement, c'est-à-dire être bénévole d'accompagnement. Alors déjà, un premier point, c'est que être bénévole demande impérativement de faire partie d'une association, et d'une association destinée à accompagner les personnes malades ou en fin de vie. Que ce soit aussi, ça marche aussi pour bien sûr les associations d'accompagnement du deuil. Dans tous les cas, il est indispensable, quand on choisit d'être bénévole, de ne pas s'improviser bénévole. Il y a besoin de faire partie, d'intégrer le cadre spécifique d'une association reconnue pour ça. Alors quand on est bénévole de l'accompagnement de la fin de vie, on peut intégrer plusieurs structures. Que ce soit une unité de soins palliatifs, une équipe mobile de soins palliatifs, où là on est souvent en milieu hospitalier, mais l'équipe mobile de soins palliatifs se passe aussi à domicile. Et donc on peut être soit en structure hospitalière, soit au domicile de la personne. Donc il y a évidemment, j'évoquais dans la première intervention que j'ai faite au sujet de l'accompagnement, cette nécessité d'être conscient de l'environnement. Et là, la conscience de l'environnement est vraiment importante, parce que quand on intègre une équipe dans une structure hospitalière, il faut savoir, il faut connaître l'univers hospitalier avec ses règles, ses codes. Et là, on est invité chez eux, on est invité à l'hôpital pour accompagner les personnes. Tandis que quand on va au domicile de la personne, on est invité par la personne chez elle. Donc c'est deux façons différentes d'envisager la présence. Et quand on est accompagnement du deuil, bien sûr, on peut être en fait au siège de l'association pour accompagner, ou dans une structure d'accueil, on peut intégrer également différentes structures. D'où l'importance de cette conscience de l'environnement et d'avoir de préparer l'accueil de la personne en deuil au travers de l'installation même de la pièce dans laquelle on l'accueille. C'est quelque chose qui peut être absolument rassurant ou qui peut être inquiétant si on n'est pas attentif. Donc, il se trouve là que la singularité de cette relation fait que nous sommes centrés sur la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on est là avec seul instrument, entre guillemets, seul média, seul moyen d'être en lien avec la personne, que l'écoute. La présence, l'écoute. En fait, il ne s'agit pas de faire quelque chose, on ne fait pas de l'accompagnement, on est accompagnant, c'est-à-dire on est présent à l'autre. C'est être accompagnant, c'est pas faire de l'accompagnement, c'est quelque chose de très différent. Et à quoi ça sert l'écoute dans le cadre de ces difficultés rencontrées, que ce soit la maladie ou le deuil? C'est un cadre, un espace qui est proposé afin de permettre de traverser ces difficultés, d'éventuellement en faire quelque chose de positif ou pas, ça appartient à la personne, et c'est surtout un moyen de se reconnecter à ses propres ressources de façon à sortir de cette vulnérabilité et cette fragilité dans laquelle nous inscrivent les difficultés rencontrées. Alors maintenant, pour le bénévole, quel est son parcours? Comment devient-on bénévole? Alors la première chose à faire, c'est de contacter une association. Et il y en a dans toutes les régions de France, dans toutes les villes de France pratiquement, il y a des associations d'accompagnement. Et là, d'aller rencontrer les personnes de cette association et de voir si on se sent à l'aise avec eux. C'est important pour le futur bénévole que de se sentir à l'aise avec les personnes qui gèrent l'association et qui forment les futurs bénévoles. Donc il y a en principe un premier entretien, voire un deuxième entretien. Un premier entretien avec la personne responsable des bénévoles et un entretien avec un psy afin d'évaluer si pour la personne c'est le moment d'intégrer une association d'accompagnement. Je dis bien si c'est le moment, parce qu'il est probable que tout le monde peut faire ça. Mais parfois, soi-même, on rencontre des difficultés et pour nous, ce n'est pas le moment. Et donc, c'est important d'être attentif à ça. En fait, c'est une forme de protection pour le futur bénévole que
que d'accepter ces entretiens. Ensuite, il y a une formation initiale qui va durer en fonction des associations. Parfois, c'est des formations très courtes et parfois, c'est des formations qui peuvent prendre une année avec des rencontres régulières. Tout va dépendre du système de l'association. Ensuite, il y a des formations continues qui sont proposées. Et il y a surtout, qui est aussi un lieu de formation, ce sont ces groupes de parole qui sont animés par des personnes, soit MC, soit une personne qui a été validée pour ce faire, et qui est un lieu de partage d'expériences afin de vérifier la pertinence de notre attitude, parce que c'est très, comment dire, c'est très délicat d'être auprès d'une personne que l'on ne connaît pas, d'entendre ses difficultés, et juste d'avoir comme seul outil, entre guillemets, que sa présence et son écoute. En plus, il y a parfois tout un tas de schémas qui s'opèrent dans la tête. On a l'impression qu'on va surtout entendre de choses essentielles. Or, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'accompagne des personnes en difficulté. Parfois, et notamment quand j'étais en unité de soins palliatifs, il était surtout question de ce qui s'était passé à la télé, excusez-moi, des infos, du sport, c'est des conversations qui peuvent être très très banales, comme ça peut être des échanges extrêmement profonds sur une relecture de sa vie, avec tout ce que ça induit, comme parfois culpabilité de ne pas avoir fait ceci, ou d'être en difficulté parce que je n'ai pas su faire, je n'ai pas su dire, j'aurais dû, j'aurais pas dû, tout ce qui nous amène dans la relecture de notre vie à nous questionner sur la justesse de notre attitude. Alors, il y a bien sûr des pièges à éviter pour les bénévoles. C'est d'une part ne pas tomber dans le piège du conseil. On n'est pas là pour donner du conseil. On n'est pas là pour dire ce qu'il faudrait faire. On est là pour permettre à la personne, comme je l'évoquais tout à l'heure, de se connecter à ses propres ressources. Elle seule sait ce qui est bon pour elle. Même si ça nous paraît très étrange et si on n'est pas en accord avec les choix qu'elle fait, c'est à elle que ça appartient. C'est à cette personne-là de décider ce qu'elle veut pour elle-même. Et notamment tout ce qui est de l'ordre du conseil par rapport au traitement. Ça, c'est vraiment quelque chose à proscrire. Il n'est pas question de donner des conseils à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment impératif. Donc, en dehors de ces pièges-là, dans lesquels parfois on tombe, on pourrait dire, il y a quand même une énorme richesse qui prend place. Souvent, je dis, je ne sais pas ce que j'ai donné aux personnes que j'accompagne. Je ne sais pas ce que je leur donne. Mais par contre, je sais ce qu'elles m'ont donné. En termes de confiance, en termes de partage d'expérience, de cette capacité dans laquelle me met une véritable écoute. Cette capacité à être présent à moi-même, ça c'est quelque chose qui peut se cultiver grâce à celui que l'on écoute. Il y a là une exploration de soi-même et une exploration de la compréhension que j'ai de ce que dit l'autre, qui est extrêmement riche, et notamment en s'appuyant sur l'enseignement du Bouddha, on a de multiples moyens d'aller à la rencontre de nous-mêmes, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que la présence à une personne vulnérable nous met dans un état d'acuité par rapport à nous-mêmes beaucoup plus grand que dans le quotidien ordinaire, on pourrait dire ça comme ça. Nous continuerons la prochaine fois en parlant de l'accompagnement d'un proche. Et là, on va voir que c'est encore une autre façon d'être présent à l'autre. Je vous invite donc à nous rencontrer très prochainement pour la suite de notre réflexion. À bientôt.